Donc, on a vu la dernière fois la théorie de Lyapunov. On a dit que c'était une théorie assez puissante pour stabiliser aussi bien les systèmes linéaires que les systèmes non linéaires, sans pour autant faire d'hypothèse sur le domaine d'étude, sur l'obligation de faire une linéarisation. D'accord? On prend le système non linéaire tel qu'il est et on l'aborde avec une méthode non linéaire pour prouver la stabilité sur un très grand domaine, voire sur R. Donc l'idée est relativement simple. Essayer de proposer dans un premier temps une fonction mathématique de x qui va jouer le rôle de la fonction d'énergie. Les conditions à ce stade, c'est que cette fonction soit définie positive, ce qui veut dire qu'elle vérifie deux conditions. La première, cette fonction doit être nulle à l'origine et strictement positive en dehors de l'origine. Donc si votre fonction vérifie les deux premières conditions, c'est une fonction définie positive et on dira qu'elle est une fonction candidate de Lyapunov. La troisième condition qui est liée à la stabilité est de calculer la dérivée de la fonction v, la fonction que vous avez proposée, et de prouver que cette dérivée est négative ou nulle. Si vous arrivez à le prouver, vous obtenez donc une fonction de Lyapunov. Ceci veut dire que votre système est stable. Dès que v point est négatif ou nul, vous avez prouvé la stabilité de votre système. Alors si vous avez de la chance, vous allez avoir une commande, et donc dans le calcul de v point, vous allez utiliser cette commande pour essayer d'annuler d'annuler les éléments qui vous empêchent de prouver que v point est négatif. Donc c'est un 2 en 1. À la fois, je détermine la commande à appliquer, qui va me permettre d'avoir un v point négatif, et en même temps, je prouve la stabilité de mon système. Ensuite, il y a deux derniers points à vérifier concernant la nature de la stabilité. Donc, on peut commencer par la limite de v point lorsque les variables x tendent vers aussi bien moins l'infini que plus l'infini. Il faut que la limite de v point soit égale à moins l'infini. Si c'est le cas, votre stabilité est globale. Ensuite, on va calculer également v point de x égale à 0. Et on va chercher les solutions qui annulent ce v point. Si les solutions x sont uniquement l'origine, auquel cas votre point d'équilibre est asymptotiquement stable. Sinon, s'il y a d'autres points qui annulent v point de x égale à 0, d'autres points que l'origine, donc votre système peut s'arrêter en ces points sans pour autant aller exactement au point d'équilibre demandé. Donc il reste stable, mais il n'est pas asymptotiquement stable. On dira qu'il est marginalement stable. Si on fait un tracé en fonction du temps, la réponse indicielle par exemple, le système va essayer de converger, mais on n'ira pas exactement au point d'équilibre. Il va y avoir une erreur statique. Quand il est asymptotiquement stable, il n'y aura pas d'erreur statique. On va converger exactement vers le point d'équilibre. Donc ces deux derniers points nous permettent de dire si notre équilibre est GAS, globalement asymptotiquement stable, s'il est localement asymptotiquement stable ou s'il est uniquement stable. Stable, il peut être localement stable ou globalement stable sans être asymptotique. Donc on a vu à travers les exemples qu'on a traités en cours et en TD la dernière fois que c'est une méthode qui peut être relativement rapide et facile. Une fois qu'on a compris le principe, on cherche à dériver v point et on s'assure à ce que cette dérivée soit négative ou nulle. Alors ce n'est pas aussi rapide pour tous les systèmes physiques. D'accord? Puisque si vous n'arrivez pas à prouver que v point est négatif ou nul, on ne peut pas conclure sur l'instabilité.
Ça veut simplement dire que vous n'avez pas trouvé la bonne fonction de Lyapunov candidate dont la dérivée pourrait être négative ou nulle. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de revenir à la première étape et donc proposer une autre fonction candidate qui vérifie toujours les deux premières conditions, et puis vous irez calculer la dérivée pour s'assurer qu'elle est négative ou nulle. Si vous n'y arrivez pas, vous allez revenir à la première étape, et ainsi de suite. Donc dans cet aller-retour, vous pouvez passer non pas quelques heures, non pas quelques jours, mais parfois quelques années. D'accord? La théorie de Lyapunov, telle qu'elle a été énoncée par Lyapunov, ne nous permet pas de choisir ou de nous guider pour le choix de la fonction candidate qui pourrait marcher. À la suite de Lyapunov, il y a eu d'autres savants qui ont développé des théories, notamment pour nous guider pas à pas sur le choix de la bonne fonction candidate de Lyapunov qui nous permettra d'avoir une dérivée négative ou nulle. Parmi ces méthodes, il y a la méthode du backstepping, c'est la plus utilisée, ajout d'intégrateur en français, ou bien la méthode du forwarding qui consiste en un ajout de dérivateur. Donc on va voir aujourd'hui la méthode la plus répandue qui est le backstepping. Le cours d'aujourd'hui, on va le voir à travers d'exemples. Donc on va essayer de résoudre deux exemples qui vont nous permettre d'introduire cette théorie. Donc on va commencer par un exemple MIMO. MIMO veut dire multi-input, multi-output. Donc on a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Ça, c'est notre système. Alors les questions habituelles, on a combien de variables ici? Trois. Trois variables d'état. Qui sont lesquelles? X1, X2, X3. X1, X2, X3. Les variables sont dérivées. Est-ce que j'ai une commande et laquelle c'est? Oui, U. On a une seule commande qui est U. Le système étant non linéaire à cause des carrés et du cube. D'accord? Et là, on nous demande de trouver la commande qui stabilise ce système à l'origine en appliquant la théorie de Lyapunov. Alors, c'est bien que l'asservissement soit vers l'origine, puisque ceci nous affranchit de faire un changement de variable. On peut prendre directement ce système pour l'asservir vers l'origine. Est-ce que vous pouvez me proposer une fonction candidate de Lyapunov? Un demi de x1 carré plus un demi de x2 carré plus un demi de x3 carré. Très bien, c'est la forme la plus souvent utilisée et qui marche assez souvent. Donc on prendra v de x1, x2, x3 égale 1 demi de x1 carré plus 1 demi de x2 carré plus 1 demi de x3 carré. L'avantage de cette forme quadratique, je rappelle que le mot quadratique, ça veut dire que on élève au carré. J'ai du x1 carré, x2 carré, x3 carré. L'avantage de cette forme, c'est qu'elle vérifie automatiquement les deux premières conditions, et donc c'est une fonction définie positive, et donc c'est une fonction candidate. Qu'est-ce qu'on fera par la suite? On dérive v de x. Très bien. On va dériver v par rapport à quoi? Normalement, on doit dériver par rapport au temps, vu que c'est impossible. Donc, on va faire la jouer et trancher pour pouvoir dériver par rapport à x et la dérivée de d de t par rapport à x, celle qui est déjà donnée. Très bien. Donc, dans la théorie, la troisième condition de Lyapunov nous demande de dériver v par rapport au temps.
on a vu juste avant que v dépend de x1, x2, x3. Donc, je ne sais pas la dérivée en l'état par rapport au temps. Ce qu'on peut faire, c'est de passer aux dérivées partielles. Donc, je vais dériver v par rapport à x1 fois dx1 sur dt plus la dérivée partielle de v par rapport à x2 fois dx2 sur dt plus dérivée de v par rapport à x3 fois dérivée de x3 par rapport au temps. Ce qui va me donner quoi pour la dérivée? V point égale à x point plus x2 point plus x3 point. Très bien. Donc on devrait avoir V point égale x1 point plus x2 point plus x3 point. La prochaine étape, c'est de remplacer les x points dans la dérivée. Donc x1 point égale à ça, je le remplace, x2 point égale à ça, je le remplace, x3 point égale à ça, je le remplace. Et j'essaie de prouver que cette dérivée est négative ou nulle. Si j'ai une commande, je vais m'en servir pour atteindre cet objectif, éventuellement annuler ce qui me gêne de prouver que V point négatif ou nul. Alors là, on a fait une partie ensemble, oralement. Je vais vous laisser du temps. Vous allez remplacer les X points et vous allez faire un choix pour la commande pour prouver que V point négatif. Je vais vous laisser pour ça 10 minutes. Parce qu'il y a un peu de calcul. Après, je vous reprends, vous allez me donner chacun votre proposition de U, et vous allez me dire si vous arrivez à prouver que V point est négatif ou nul. Est-ce que c'est clair ce que je vous demande de faire? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez fini ou est-ce que vous avez besoin de plus de temps? Moi, j'ai trouvé quelque chose pour la commande. Moi aussi, mais c'est une grosse expression, ça me paraît bizarre. D'accord. Les autres, vous avez trouvé aussi? Oui, moi j'ai aussi une commande, mais je sais pas si c'est juste. Allez, on va comparer. Quelqu'un pour nous donner son expression. Moi, j'ai mis moins x2 moins x1 x2 sur x3 facteur de x2 moins 1. Les autres? Moi j'ai J'ai moins. ça aussi. Je sais pas, D'accord. moi, je n'ai pas factorisé, mais j'ai moins x3 moins x2 moins 1 sur x3 facteur de x1 x2 moins 1 sur x3 multiplié par x2 carré. Très bien. Alors, je remarque qu'il y a un point commun par rapport à ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez tous une division par x3. C'est ça ou pas? Oui, Oui. c'est bien ça. Très bien. Alors, regardez bien ce qu'on est en train de dire. Et c'était quasiment ma première question. Vous m'avez dit que nos variables d'état seront x1, x2, x3. À partir du moment où vous me dites que x1, x2, x3 sont des variables d'état, eh bien, ces variables peuvent prendre n'importe quelle valeur. Ici, en l'occurrence, c'est défini dans R. Donc, chaque variable peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de diviser par quelque chose qui peut s'annuler. Vous avez tous divisé par x3, alors que x3 peut passer par 0. C'est une variable. A priori, je ne peux pas l'obliger à ne pas passer par 0. Et donc, votre commande elle-même va exploser. Si vous divisez par quelque chose qui s'annule, la commande va exploser. Est-ce que vous arrivez tous à voir la problématique ici?
Oui. Voilà. Ça veut dire qu'à ce stade, il faut revenir à la fonction candidate et la changer. Je la change, je dérive, il faudra que je me débrouille pour que la commande n'ait pas de division par quelque chose qui s'annule. Et là, je peux vous assurer que si vous ne voyez pas le cours d'aujourd'hui, pour résoudre ça avec la théorie de Lyapunov, on peut se redonner rendez-vous d'ici un an et on n'est pas sûr d'avoir la réponse. Donc, suivez bien l'approche. Je vais vous montrer comment faire étape par étape pour trouver la bonne fonction candidate de Lyapunov qui, une fois dérivée, ne va pas nous obliger à diviser par une variable. Vous êtes prêts? Non, vous êtes partis? Oui. Très bien. Alors, suivez bien. Votre attention à 100%. Alors, considérons le premier sous-système constitué par x1. Et on admet que x2 va jouer un certain rôle. Donc là, l'approche, c'est de se dire, j'ai trois variables. Donc j'ai trois dynamiques. D'accord? Au lieu d'asservir l'ensemble, est-ce que je peux partager le travail, découpler l'effort, m'attaquer à une seule variable, puis la seconde et puis la troisième? D'accord? C'est ça l'approche. On essaiera d'identifier un premier sous-système. C'est soit x1, soit x2, soit x3. Je l'asservis. Et si c'est fait, je le mets de côté pour passer au second. D'accord? Donc l'approche consiste à identifier un premier sous-système qu'on va asservir et puis on passera au second. Par contre, il y a une règle qui nous dit quel est le premier sous-système que je vais prendre. Il faudra se débrouiller pour prendre le premier sous-système, celui étant le plus éloigné de la commande. Si je prends x3, en dérivant x3, je vais trouver tout de suite la commande. Ce n'est pas bon. Si je prends x2, si je dérive x2, je vais passer à x3. La deuxième dérivée de x3 me donne la commande. Donc le sous-système le plus éloigné ici, c'est x1. On est d'accord? Attention sur ce point, je ne dis pas de démarrer toujours par le premier, je dis de démarrer par le sous-système le plus éloigné de la commande. Donc si la commande apparaît au premier, forcément je démarrerai des autres. On a compris qu'il fallait départager la difficulté, prendre un seul sous-système, lequel, le plus éloigné de la commande, et c'est celui de x1. Donc on va asservir uniquement la première équation, on oublie le reste. Notre rôle, c'est d'asservir uniquement x1 point égale à ça. Alors si on oublie le reste, forcément, si je regarde que la première équation, j'ai combien de variables ici? Une seule variable? Une seule variable, même si vous avez du x2, mais à la première équation, x2 n'est pas dérivé. Alors on a dit qu'on oublie le reste, on regarde que x1 point. J'ai une seule dérivée et c'est x1. Donc, au premier sous-système, je n'ai qu'une seule variable, c'est x1. x2 pour l'instant n'est pas dérivé, ce n'est pas une variable d'état. Donc, on commence par le premier sous-système, x1 point égale à ça, et je vais proposer une fonction de Lyapunov candidate. Qu'est-ce que je pourrais proposer comme fonction? Donnez-moi une proposition pour la fonction candidate. Un demi de x, un carré? Oui, il n'y aura pas de 1 demi x2 carré puisque x2 n'est pas une variable ici. Donc je n'ai qu'une seule variable
la fonction de Lyapunov candidate, donc là on est à la première étape, on va proposer un demi de x1 carré. Forcément, si je dérive, eh bien je vais avoir x1. Ensuite, je prends x1 point que je remplace. D'accord. Et après, je dois m'assurer que v point soit négatif, négative ou nul. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à l'intérieur ici que vous pouvez utiliser qui m'arrangerait et qui pourrait jouer le rôle d'une commande? x2? x2. x2, tout à fait. Pourquoi? Parce que pour l'instant, x2 n'est pas une variable. Et donc, ce qui n'est pas une variable est a priori ou peut jouer le rôle d'une commande. Et on va lui donner un certain nom. On va l'appeler commande virtuelle. Ce n'est pas une vraie commande, mais je vais m'en servir comme étant une commande virtuelle. Je vous expliquerai la notion de commande virtuelle à la fin. Maintenant, si vous vous dites que x2 est un degré de liberté, quel choix vous allez donner pour x2 de manière à prouver que v point est négatif ou nul? Autrement dit, qu'est-ce que vous allez annuler? Qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce que vous allez rajouter? x2 sera égal à quoi? Moins x1 carré. Moins x1 carré. Très bien. Puisque moins x1 carré multiplié par x1, si je le laisse... Si je laisse x1 carré, ça me donne du x, ce qui n'est pas négatif. Est-ce que j'ai intérêt à aller moins x1 3? Est-ce qu'on l'annule ou pas? Oui, on doit l'annuler. Pourquoi? Regardez, moins x1 3. Bah, on l'annule pas parce que du coup ça fait x4 et avec le moins, bah, du coup ça sera forcément négatif. Exactement. Regardez, Ouais. moins x1 3 est multiplié par x1, donc ça me fait du moins x1 4. Ça aura le bon signe et la bonne puissance. Moins x1 4, c'est tout le temps négatif ou nul. Je n'ai pas intérêt à l'annuler. Je pourrais l'annuler, mais ça va compliquer la commande pour rien. Donc, le choix que l'on fait pour x2 est de se dire, ça serait bien que x2 soit égal à moins x1 carré. Auquel cas, v point serait égal à moins x1 4. Et ça, c'est tout le temps négatif ou nul. Si vous écrivez ça, vous êtes en train de dire que x1 est stable et il va converger vers 0. Autrement dit, vous êtes en train de dire que le premier sous-système x1 est stable et que x1 va converger vers 0. Vous avez atteint l'objectif de la première étape, qui est d'asservir le premier sous-système, à condition de prendre x2 égale à moins x1 carré. Est-ce que l'étape 1 est claire? Oui. Voilà. Pour l'instant, l'étape 1 relativement simple. On prend un sous-système parmi les autres, le plus éloigné. On propose une fonction candidate en fonction uniquement de cette variable. On la dérive. Et à l'intérieur, on regarde si on peut prendre une variable qui jouera le rôle d'une commande virtuelle. Donc ça, c'est réalisé. Mais on va se poser une question. On a obtenu ce v point, négatif ou nul, à condition que x2 soit égal à moins x1 carré. Donc ça, c'est une hypothèse. x2 n'est pas la vraie commande. La vraie commande U est un vrai degré de liberté. Vous pouvez le choisir comme bon vous le semble. D'accord? Par contre, x2 est une variable. Là, vous êtes en train de me dire, eh bien, ça m'arrangerait que x2 soit égal à ça. Mais ce n'est pas garanti. Comme c'est une variable,
ce n'est pas garanti que cette variable x2 converge vers moins x1 carré. Donc la question que l'on se pose, qu'est-ce qui garantit que x2 va converger vers moins x1 carré? Moi, ça m'arrangerait pour asservir le premier sous-système. Mais c'est une hypothèse qu'il faut prouver. Cette preuve sera donnée à l'étape 2. Donc ça, c'est l'étape 1. Maintenant, l'hypothèse faite à l'étape 1 doit être prouvée à l'étape 2. Alors, vous voyez bien que ça, c'est aussi un problème d'asservissement. On souhaiterait prendre une variable x2 et l'asservir vers moins x1 carré. Comme c'est un problème d'asservissement, je peux l'attaquer par la théorie de Lyapunov. Je peux le résoudre par la théorie de Lyapunov. Je peux asservir les variables uniquement vers... Toutes les variables que vous mettez dans la parenthèse, si mes trois conditions sont vérifiées, eh bien, ces variables-là vont converger. Alors que moi, je souhaite que x2 converge vers moins x1 carré. Donc, je ne peux pas appliquer directement Lyapunov. Il faut faire un changement de variable. Définir une nouvelle variable que l'on appellera Z1, par exemple. À quoi sera égal Z1 ? D'après vous. Z1 sera égal à ma variable moins sa référence. On a donné la dernière fois l'exemple du moteur. Si je veux asservir la vitesse du moteur appelée oméga vers 1000 tours par minute, je ne peux pas appliquer directement Lyapunov. Il faut faire un appel. Et ce Z doit être égal à la vitesse moins sa consigne. Donc la vitesse moins de 1000 tours par minute. Quand j'écris la fonction de Lyapunov en fonction de Z, eh bien je vais prouver que Z va aller vers 0. Si Z converge vers 0, c'est que la vitesse a convergé vers 1000 tours par minute. C'est ce qu'on va faire à l'étape 2. Suivez bien l'étape 2. À l'étape 2, je vais définir ce qu'on appelle comme étant la fonction de Lyapunov augmentée. Donc je vais garder la variable de l'étape 1, x1, et je vais rajouter z1. Encore une fois, tout ce que je mets dans la parenthèse, je vais prouver que ça va converger vers 0. Donc la question qui était posée précédemment, pourquoi x2 convergerait vers moins x1 carré? Je définis une variable z1 comme étant égale à l'écart entre x2 et sa référence. Donc l'écart, ça veut dire moins cette quantité. Moins avec moins, ça devient plus. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je propose comme étant la fonction candidate? Quelle forme vous me proposez ici? Une fonction quadratique de x1 et de z1. 1 demi de x1 carré plus 1 demi de z1 carré. Tout à fait. Donc, je reviens au classique qui fonctionne bien. Une forme quadratique de quelle variable? Eh bien, des variables qui sont dans la parenthèse. 1 demi x1 carré plus 1 demi z1 carré. Là, plus la peine de vérifier les deux premières conditions. C'est une forme quadratique, donc les deux premières conditions sont déjà vérifiées. Je vais passer directement au calcul de la dérivée. Donc V point, c'est x1, x1 point, plus z1, z1 point. Le x1 point, je vais le remplacer par son expression précédente. Le z1 point, pour l'avoir, il faut dériver ça. D'accord? On le fait ensemble. x1 point, si je reviens précédemment, je vous conseille d'écrire sur un bout de papier les équations qui sont là.
Écrivez-les. Comme ça, vous les avez sous les yeux. C'est déjà fait, j'imagine, puisque vous avez eu du temps pour proposer une fonction de Lyapunov. Maintenant, on va revenir à notre V point de la deuxième étape. Alors, regardez bien. x1 carré moins x1 cube plus x2, ça c'est le x1 point. D'accord? Alors, je suis en train de dire que V est fonction de x1 et z1. Donc, mes seules variables, normalement, c'est x1, z1. Toute autre variable, j'essaie de les remplacer par x1, z1. J'avais du x2 ici. Il se trouve que x2 est lié à z1 et à x1. Donc, grâce à cette relation, je remplace x2 comme étant z1 moins x1 carré. Du coup, je me suis débarrassé de la variable x2, qui ne fait pas partie des variables de la fonction candidate. On passe à la deuxième partie z1, z1 point, donc le z1. On va dériver ensemble le z1 point. Donc quand je dérive ici, c'est la dérivée de x2 point. Comment dériver x1 par rapport au temps? C'est la même histoire que tout à l'heure. Donc je dérive x1 carré par rapport à x1 multiplié par la dérivée de x1 par rapport au temps. Quand je dérive x1 carré par rapport à x1, ça me donne 2x1 multiplié par x1 point. Et là aussi, je vais remplacer les expressions de x2 point et l'expression de x1 point. Je vais obtenir une expression dans laquelle j'ai déjà simplifié des choses. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez faire des pauses et vous pouvez développer le calcul pour vous assurer d'avoir la bonne chose. Voilà. Donc nous, on aura également la séance de TD dans laquelle on va développer et détailler tous ces calculs. D'accord? On a remplacé x2 point, x1 point. Ici, je m'aperçois que j'ai du moins x1 4. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette quantité? Moins x1 4. Forcément négatif. Ça a le bon signe et la bonne puissance. Donc ça, c'est tout le temps négatif ou nul. C'est une quantité que je garde. Je n'essaie pas de l'annuler. Tout le reste peut être positif ou négatif. Tout le reste. Même le moins 2x1 4 peut être positif ou négatif parce qu'il est multiplié par z1. Donc le z1 tout seul peut être négatif ou positif. Donc la règle est la suivante. Tout ce qui est négatif ou nul, je le mets au début. Je ne le modifie pas. Et dans tout le reste, je regarde si je peux sortir un facteur commun. Là, c'est évident que Z1 est un facteur commun de l'ensemble. Donc, je sors le Z1 facteur commun. Et à l'intérieur de la parenthèse, je regarde si j'ai une commande ou si j'ai quelque chose qui pourrait jouer le rôle d'une commande. D'après vous, est-ce que j'ai une commande ou est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais prendre comme étant une commande virtuelle? On peut prendre X3. X3 peut jouer le rôle d'une commande virtuelle. Pour l'instant, ce n'est pas une variable. Donc, je décide de la prendre comme étant une commande virtuelle. Quel choix vous allez faire de la commande virtuelle X3? Qu'est-ce qu'on annule et qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce qu'on a intérêt à garder le x1 multiplié par z1? Non.
Donc x3 sera égal à moins x1. Quoi d'autre? Moins x1, moins z1 et moins 2x. Et cette quantité, Oui, et cette quantité, on doit aussi l'annuler et celle-là, également. très bien. On annule tout. Est-ce qu'on rajoute quelque chose à la fin ou pas? On ajoute moins z1. Tout à fait. Alors, le choix que je fais de x1, de x3, pardon, parce qu'elle n'est pas négative, avec moins x1, j'annule cette quantité, j'annule celle-là. On a expliqué la dernière fois qu'il ne fallait pas tout annuler. Si j'annule tout, j'aurai du moins x1 4. C'est effectivement négatif ou nul, mais uniquement par rapport à la variable x1. Donc v point est négatif ou nul par rapport à x1. Mais il faut prouver aussi que c'est négatif ou nul par rapport à z1, par rapport à toutes mes variables. Puisque je rappelle, dans la théorie de Lyapunov, il faut que toutes les énergies du système soient décroissantes par rapport au temps. Donc l'énergie par rapport à x1, mais également l'énergie par rapport à z1. C'est pour ça qu'on rajoute le dernier moins z1, de manière à avoir dans la dérivée moins x1 4, moins z1 carré, et ça c'est négatif ou nul par rapport aux deux variables. Le fait d'écrire ça, vous êtes en train de dire que x1 est stable, il converge vers 0, et z1 est stable, il converge vers 0. Donc à l'étape 2, on a toujours la preuve que x1 tend vers 0, et on a aussi prouvé que z1 tend vers 0. Si z1 tend vers 0, c'est que x2 tend vers moins x1 carré. Donc à l'étape 2, on a prouvé l'hypothèse faite à l'étape 1. D'après vous, est-ce qu'il y a une question à se poser à l'étape 2? Ça concerne X3 du coup? Exactement, puisqu'à l'étape 2, on a fait une nouvelle hypothèse sur la variable x3. On est en train de dire, ça m'arrangerait d'avoir x3 qui est égal à cette quantité. D'accord? Et donc ça, c'est pas encore garanti. Parce que x3 est est une variable utilisée comme étant commande virtuelle. Mais ce n'est pas un vrai degré de liberté. Donc il y a une question qui est posée à l'étape 2. Sa résolution sera faite quand? À l'étape 3. D'accord? Gardez en tête que vous aurez autant d'étapes que de variables. On a 3 variables d'état, on aura 3 étapes à effectuer. Est-ce que l'étape 2 est claire? Oui. Le principe de l'étape 2 doit être clair. Après le détail des calculs, je dis qu'on aura le temps de le faire dans la séance de TD. Sinon, vous faites pause sur la vidéo et vous essayez de retrouver les étapes, enfin les détails de calcul. Alors, à l'étape 3, est-ce que je vais mettre V de x1, z1 et x3 ou est-ce que je dois faire quelque chose avant? À l'étape 3, je vais augmenter la fonction de Lyapunov. Est-ce que je vais avoir V de x1, z1, x3 ou est-ce que je dois faire une Non, démarche? on doit faire un changement aussi. Tout à fait. À partir du moment où la variable ne converge pas vers 0, vous devez faire un changement de variable. Si je devais prouver que x3 converge vers 0, je la mets directement, puisque j'avais dit que tout ce qu'il y a dans la parenthèse va aller vers 0. Je ne souhaite pas que x3 aille vers 0. Je souhaite que x3 aille vers cette quantité.
Donc, je vais devoir au préalable rajouter une nouvelle variable z2 qui est égale à la différence x3 moins cette quantité. Alors, je vois bien que vous êtes en train de vous dire, attention, l'étape 3, il y a pas mal de calculs. Pas tant que ça. Vous allez voir qu'il n'y aura pas tant que ça comme calcul. Donc, étape 3, j'augmente ma fonction de Lyapunov, x1, z1, mais également z2. La question qui est posée est celle-là. Je définis z2 comme étant l'écart x3 moins cette quantité. Donc, le moins va agir sur les moins et les plus qui sont là. Quelle est la fonction candidate? Quelle est la forme de V? 1 demi de x1 carré plus 1 demi de z1 carré plus 1 demi de z2 carré. Tout à fait. Donc, vous allez voir que le déroulement du calcul est assez identique, presque systématique. D'accord? Ensuite, je vais dériver. Eh bien, je vais avoir x1, x1 point, plus z1, z1 point, plus z2, z2 point. Et là, je vous vois à distance vous dire, attention, ce calcul, il est énorme. Si vous regardez bien, x1, x1 point, z1, z1 point, ça, c'est déjà calculé à l'étape d'avant. Donc, j'ai déjà une bonne partie de calculer. D'accord? Je pourrais très bien reprendre l'expression qui est là pour x1, x1 point plus z1, z1 point. Il faut reprendre l'expression qui est là. Ne pas reprendre l'expression finale, ici. Parce que l'expression finale, pour l'obtenir, on a fait cette hypothèse, x3 égale à ça. Alors que maintenant, on essaie de prouver cette hypothèse. Donc ça, pour nous, pour l'instant, à l'étape 3, c'est pas vrai. Mais là, on n'a pas fait d'hypothèse. Donc x1, x1 point plus z1, z1 point, je reprends l'expression qui est là. On continue. Vous allez voir que l'étape 3, elle est assez rapide. Donc là, j'ai remplacé. Il se trouve qu'ici, j'ai eu du... Non, on a simplement remplacé. J'arrive à Z2. Z2 multiplié par Z2 points. Alors, regardez l'astuce qu'on va faire qui va nous simplifier le calcul. Z2 points, Z2, elle est là. Si je veux dériver Z2 points, c'est la dérivée de x3 plus la dérivée de x1 plus, comme là, c'est un produit de deux variables, pour dériver, eh bien, je vais avoir 2x1 point fois z1 plus 2x1 z1 point. C'est un produit, donc je dérive par rapport à la première en supposant la seconde constante, plus la dérivée par rapport à la seconde, supposant la première constante. Moins, comme là j'ai puissance 4, moins 2 fois 4, ça fait 8 x cube fois x1 point, plus z1 point. Alors ça, c'est assez lent. Je vous l'accorde. Mais il y a une astuce que j'aime bien utiliser, c'est de se dire, quand je commence à dériver, à partir du moment où la commande apparaît, eh bien, je ne suis pas obligé de continuer les dérivés. Je commence à dériver x3. Quelle est la dérivée de x3? x3 point égale à quoi? U. Égale à la commande. Donc x3, je vais la dériver, x3 point c'est u. Tout le reste, tout ce qui va venir là, je vais être un peu fainéant et ne pas le dériver. Je vais le définir comme étant une fonction c de x1 de z1. D'accord? Et je vais dire soit c égale la dérivée de cette quantité, sans donner l'expression analytique de cette dérivée. Pourquoi? Parce que vous allez voir que par la suite, on va finir par l'annuler par la commande. Donc même si vous êtes en train de faire la simulation ou le programme dans MATLAB, eh bien cette expression, vous n'êtes pas obligé de la dériver analytiquement.
Une fois que vous l'avez, vous la passez dans un dérivateur numérique et vous obtenez un dérivé. Et donc, on a quasiment fini l'étape 3. On va simplement réarranger l'écriture ici. Là, je vais avoir du moins x1, 4. D'accord? Là, je me débrouille pour remplacer les x3, puisque mes variables sont x1, z1, z2. Du coup, x3, si je peux le remplacer, je le fais. Et je vais le remplacer avec ça. D'accord? Regardez, j'ai du x3 comparé là et là. x3, x3. Plus, plutôt moins 2x1, 4. Moins 2x1, 4. Plus 2x1, z1. Plus 2x1, z1. Donc, cette quantité, elle est ici. Entre là, là et là. Donc, cette somme, elle vaut z2 moins x1 moins z1. D'accord? Là, je n'y touche pas, je garde tel quel. J'arrange l'écriture. Là, j'ai du moins x1, 4. Ça a la bonne puissance et le bon signe. Là, j'ai du moins z1 carré. Ça a la bonne puissance et le bon signe. Donc, tout ça, je garde. Dans tout ce qui reste, qui n'est pas négatif ou nul tout le temps, eh bien, je regarde si j'ai un facteur commun. D'accord? Oui, il y a un facteur commun, c'est le Z2. D'accord? Il y a un facteur commun, c'est Z2. Alors, attention, x1, Z1, moins Z1, x1, ça annule. Hein. Donc, ce qui va rester, c'est un Z2 facteur commun. Donc, qu'est-ce qui va me rester? U moins C, plus un Z1 qui va venir d'ici. Ça, c'est négatif ou nul. Ça, c'est négatif ou nul. Ici, j'ai une parenthèse dans laquelle j'ai une vraie commande. Quel choix vous allez faire de la commande U? On va annuler la parenthèse et faire apparaître un moins z2 carré du coup. Donc U sera égal à la fonction C. C'est pour ça que je ne l'ai pas calculé parce que je vais quand même l'annuler. Mais par contre, il faut la définir. Il faut dire C, c'est la dérivée de cette quantité par rapport au temps. Donc c'est D sur dt fois ça. Moins Z1, ce qui me gêne. Et je rajoute un moins Z2 pour avoir une fonction de dérivée négative par rapport aux trois variables. Quand vous obtenez ça, vous êtes en train de prouver que x1 est stable, converge vers 0, que z1 est stable, converge vers 0, et que z2 est stable, converge vers 0. Est-ce qu'il y aura une étape 4? Non. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi il n'y aura pas d'étape 4? Comme à chaque fois, dans les étapes précédentes, on finissait par une question. Est-ce que c'est pas parce que ici on n'a pas utilisé une commande virtuelle, vu que U était une commande dès le départ? Exactement. Auparavant, on supposait, on souhaitait que la commande virtuelle x soit égale à une certaine expression. Là, c'est la vraie commande. C'est notre degré de liberté. Si on choisit que la tension d'alimentation soit égale à ça, ce n'est pas une hypothèse. On va la choisir comme ça. Donc, il n'y aura pas d'autre étape. C'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte à ce que la commande apparaisse à la fin. On commence par le sous-système le plus éloigné de la commande. Donc, pour résumer les trois étapes qui ont été faites jusque-là, la fonction de Lyapunov globale, c'est celle-là. Par contre, elle est fonction des variables Z1, Z2 que j'ai moi-même inventées, entre guillemets. Ce n'est pas les vraies variables du système. Les vraies variables, c'est x1, x2, x3. C'est peut-être le courant, la tension et le flux.
Alors que Z1, Z2, c'est des variables que j'ai inventées pour simplifier le calcul. Ceci veut dire que je dois redonner la fonction de Lyapunov en fonction de mes vraies variables. Je vais simplement remplacer Z1 et Z2 par leur expression. D'accord? 1 demi x 1 carré. 1 demi Z1 carré, je remplace Z1 et je remplace Z2. D'accord? Ensuite, je vais donner la commande finale qui stabilise. Donc, on a dit que c'était celle-là. Pareil, il faut la redonner en fonction des vraies variables, x1, x2, x3. Donc, je remplace tous les z par leur expression. Quel est le principe de la méthode du backstepping? La première étape, premier sous-système, on a prouvé que x1 converge vers 0. Ça a été vérifié, mais il y a eu une condition. Ceci est vrai à condition que x2 converge vers moins x1 carré. À la deuxième étape, on a prouvé cette hypothèse. X2 va effectivement converger vers moins x1 carré, à condition d'avoir une troisième hypothèse, x3 soit égal à ça. À la troisième étape, on a prouvé que x3 allait converger vers ça, à condition de prendre la vraie commande égale à ça. Donc en définitive, la commande qui stabilise, c'est celle-là. x1 va effectivement tendre vers 0. x2 va tendre vers moins x1 carré, mais comme à la fin, x1 va tendre vers 0, donc moins x1 carré va aussi tendre vers 0, x2 tend vers 0. Ensuite, x3, comme il va tendre vers cette quantité, on a dit que x1 tendait vers 0 à la fin, z1, x1, x2 tendent vers 0, donc même x3 va tendre vers 0. Donc l'objectif initial de stabiliser les trois variables x1, x2, x3 est atteint avec le choix de cette commande et la stabilité prouvée avec le choix de cette fonction de Lyapunov candidate. Pour vous donner un exemple, le système à l'origine est GAS. On peut prouver que la stabilité est globale asymptotique. Pour vous donner un exemple de la méthode du backstepping qui consiste à stabiliser étape par étape. C'est du backstepping. Il y a une notion d'étape et de revenir à l'étape d'après. Si vous prenez un moteur et que je vous dis, on souhaiterait commander la vitesse de ce moteur à 1000 tours par minute. Si vous appliquez la théorie du backstepping, vous allez faire un calcul et les équations vont vous dire si vous voulez commander la vitesse à 1000 tours par minute, eh bien, il faut asservir, par exemple, le courant à 50 ampères. Voilà, pour avoir la vitesse à 1000 tours, il faut que le courant soit, par exemple, égal à 50 ampères. L'étape d'après, les calculs vont vous dire, si vous voulez que le courant soit égal à 50 ampères, eh bien, il vous faut une tension d'alimentation à 200 volts. D'accord? Donc, c'est un asservissement étape par étape. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je commence par imposer la tension à 200 volts. Une fois que je l'ai, le courant va aller vers 50 ampères. Une fois que je l'ai, la vitesse va aller à 1000 tours par minute. C'est un asservissement étape par étape. Comment obtenir les valeurs intermédiaires? Le courant à 50 ampères, la tension à 200 volts. C'est les équations et les étapes qui vont vous le dire. C'est ces consignes qui sont là. Est-ce que vous avez compris la méthode du backstepping? Oui. Monsieur, et sur un système, par exemple en simulation, ça va se modéliser par une boucle, par exemple, de courant imbriquée dans une boucle de tension, c'est ça? Non, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ok. On peut le réaliser par le fait d'éclater les boucles, d'accord?
Et on peut avoir le même résultat simplement en imposant la commande finale qu'on a obtenue. D'accord? Le fait est que, si je reviens au système initial, parce que je l'ai ici, le fait est, si vous regardez le système initial, regardez bien, x1 point est lié forcément à x1, mais également à x2. Ensuite, x2 point est lié à x3. Ensuite, x3 point est lié à u. Donc, si je trouve la bonne commande, si je l'applique, eh bien, j'agis d'abord sur x3. Une fois stabilisée, elle va agir sur x2. Une fois stabilisée, elle va agir sur x1. Ce type de système a une certaine structure qui permet de passer d'une variable à l'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir sur la théorie du backstepping. Il faut que les variables soient liées entre elles sous cette forme. S'il y a une cassure, par exemple, on ne pourra plus faire le lien et passer à l'étape d'après. Si x2 point n'était pas lié à x3, pour ce genre de système, on ne peut pas appliquer la théorie du backstepping. J'espère que vous avez compris au moins le principe après le avec la même méthode n'est applicable pour les systèmes. Elle est applicable pour les systèmes sous cette forme-là. Donc, la forme la plus générale, c'est celle-là. x1, c'est une fonction de x1, mais liée à x2, ce qui va faire le lien avec la fonction précédente. x2 est lié à x3, tac, 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 et puis la commande apparaît quelque part. S'il y a une rupture dans la chaîne, on ne pourra plus remonter. Là, on voit bien le principe du backstepping. Je reviens étape par étape pour asservir l'ensemble des variables à la fin. On va prendre un deuxième exemple qui va vous permettre de consolider ces notions. Alors, dites-moi, on a combien de variables ici? On a 3 variables. 3 variables, 3 dérivées, et donc c'est x1, x2, x3 mes variables. Est-ce que j'ai des commandes et combien de commandes ai-je? 2. 2 commandes, U1 et U2. Alors ici, on vous précise y1 égale à x1, y2 égale à x3. Ça, c'est parfois donné, parfois non. Ça précise simplement les sorties. Autrement dit, ça précise les capteurs dont on dispose. On peut mesurer x1, on peut mesurer x3. Mais pour l'instant, ça n'intervient pas dans notre asservissement. Alors, la question est la même. Trouver les commandes qui stabilisent ce système à l'origine. Par contre, la méthode est imposée. Donc, je ne peux pas appliquer, proposer la fonction candidate 1 demi x1 carré plus 1 demi x2 carré plus 1 demi x3 carré. Je ne peux pas, parce que la méthode est imposée. Il faut passer par le backstepping. D'après vous, quel est le premier sous-système que je vais prendre? x1 point. x1 point, parce que c'est le plus éloigné de la commande. Donc, on va faire le premier ensemble. Alors, c'est pas toujours le premier. Si jamais la commande intervient au début, ça peut être le deuxième, le troisième, le Oui, dernier. c'est parce qu'il n'y a pas de U dans x1 point. Tout à fait. Alors, je vous le dis parce que une fois, j'avais donné un examen où la commande était la première équation, puis certains sont passés directement tête baissée à prendre la première équation. Non, je commence par l'équation la plus éloignée. Ici, c'est x1. Parce que dans x2, j'ai la commande u1, dans x3, j'ai la commande u2. Donc, je commence par x1. Donc, stabilisation de x1 à l'origine, premier sous-système, première étape. Quelle est la fonction de Lyapunov candidate? Monsieur? Oui.
Est-ce que vous pouvez mettre le slide précédent 2 minutes, s'il vous plaît? Merci. Prenez note, vous avez raison. Allez, qui peut me donner l'expression de la fonction candidate? 1/2 de x1 carré. 1/2 de x1 carré. Que je dérive, ça me donne x1 point. Il n'a même pas la peine de vous poser la question, il suffit simplement de prendre x1 point, de le mettre ici. La question que je vais vous poser, par contre, est-ce que j'ai une commande virtuelle? Et laquelle? On peut prendre x2. C'est la commande la Oui. plus. Est-ce qu'il y a une autre proposition? On Vu pourrait que prendre x3 carré, mais c'est plus compliqué du coup comme commande. Ok. Il y a une troisième proposition. Donc la première était de prendre x2, la seconde était de prendre x3 carré. La troisième proposition, laquelle? Je ne sais pas si on peut On prendre peut les deux. prendre l'ensemble. Prendre l'ensemble. Alors, si vous écrivez 2 secondes les équations, vous allez vous apercevoir que c'est exactement la même équation. Premier cas, vous avez pris x2 commande virtuelle. x2 devrait être égal à quoi? À moins x3 carré, moins x1. Voilà. Si vous avez pris x3 carré commande virtuelle, x3 carré se faire égal à quoi? Vous écrivez à chaque fois. x3 carré sera égal à... Ben, j'annule ça me gêne. Donc x3 Moins x2, moins carré x1. moins x2 moins x1. Si j'avais pris les deux, x2 plus x3 carré, tout ça, ça devrait être égal à quoi? À moins x1. Moins x1. Les trois équations sont identiques. Si vous regardez bien, les trois équations sont identiques. Il suffit de passer un terme de gauche à droite ou vice-versa. Donc ici, il n'y a pas vraiment de question à se poser. On va prendre les deux pour simplifier et on se dit que cette parenthèse doit être égale à moins x1 de telle manière à ce que la dérivée soit tout le temps négative ou nulle. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la première étape? Qui n'est pas d'accord? On pose la question autrement. Donc vous êtes tous d'accord sur la première étape, relativement simple, relativement rapide. Quelle est la question qu'on se pose maintenant? c'est de savoir si x2 plus x3 carré tend bien vers moins x1. Exactement. Est-ce que l'hypothèse faite est vraie? Si elle est vraie, sous quelles conditions? Et la solution sera à l'étape 2. La solution sera à l'étape 2. Est-ce qu'il faut créer une variable, un changement de variable? Oui, parce que cette quantité, je ne cherche pas à ce qu'elle aille vers 0, je cherche à ce qu'elle aille vers moins x1. Donc il faut créer une variable, faire un changement de variable. Donc j'augmente la fonction candidate par x1 et z1. La question que je me pose est celle-là. Je définis z1 comme étant égal à quoi? Ça moins sa consigne. Tout le monde est d'accord jusque-là?
OK. Après, qu'est-ce que vous me proposez comme fonction candidate? 1 demi de x1 carré plus 1 demi de z1 carré. Très bien. Donc la dérivée, c'est x1 point, plus z1 point, que je remplace. Alors là, j'ai remplacé toute l'expression. Je m'aperçois qu'il y a du moins x1 carré. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai simplifié. Donc j'ai sauté une étape en simplifiant. Mais on va détailler en TD, ou bien vous le faites à tête reposée. Ça a le bon signe et la bonne puissance, c'est tout le temps négatif ou nul. Dans tout ce qui reste, je m'aperçois qu'il y a un facteur commun Z1. D'accord? Donc à l'intérieur, il y a cette expression-là. Est-ce que j'ai une commande qui me permet d'annuler ce qui me gêne? On a les deux commandes du coup qui apparaissent. On a les deux commandes. Est-ce que je prends la première ou la seconde ou les deux? C'est la même histoire que tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous prenez ça, U2, U1, U2 ou l'ensemble, vous allez aboutir exactement à la même expression. Donc autant prendre les deux. Donc je vais dire, je voudrais que cette quantité soit égale à A, et je commence à annuler tout ce qui me gêne. D'accord? Ma commande, puisque c'est U1, U2, ma commande, ce n'est pas une commande virtuelle, je ne choisis pas X1, X2, X3, je choisis la commande ou les commandes U1, U2. Donc cette quantité-là, j'annule ça avec un plus X1, j'annule ça avec un moins X1 carré, j'annule ça, j'annule moins 2Z1 avec moins 2Z1, et je rajoute encore un moins Z1, ce qui me fait un moins 3Z1. Ceci va me permettre d'avoir du moins X1 carré, moins Z1 carré. Cette écriture, une fois prouvée, m'assure que X1 tend vers 0 et que Z1 tend vers 0. D'accord? Est-ce que j'ai fini? Ou est-ce qu'il y a encore une étape? On a combien de variables, rappelez-moi? On avait 3 variables. 3. Et pour l'instant, on Mais a fait on a deux étapes. On a deux commandes, du coup, c'est pas différent avec deux commandes plutôt qu'une. Alors, c'est pas le fait d'avoir deux commandes. Je vous rappelle que, je vais revenir à l'exercice, l'objectif, stabilise ce système à l'origine. Je voudrais que les trois variables aillent vers l'origine, vers 0. Je voudrais que les trois variables aillent vers 0. Pour l'instant, j'ai utilisé le premier sous-système. Je me suis assuré que x1 tend vers 0. J'ai utilisé le second sous-système, mais je n'ai pas encore utilisé le troisième. Je n'ai pas encore prouvé que x3 tend vers 0 également. C'est pour ça qu'il faut que je rajoute une troisième étape pour m'assurer que l'ensemble des variables convergent vers 0. Donc U1, U2, on va les choisir de manière à vérifier cette expression. On y reviendra après. Alors, par quoi je vais augmenter à l'étape 3? Par quoi je vais augmenter la fonction candidate? Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets x3 ou est-ce que je mets un changement de variable? Ça tend pas vers 0, du coup, il faut changer la variable. x3, je voudrais que x3 tend vers 0. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est les commandes. Donc, ce n'est pas une hypothèse, c'est une commande. Par contre, la variable que je n'ai pas encore prouvée, la stabilité, c'est x3 qui devrait converger vers 0. Et bien, comme x3 doit converger vers 0, je vais la rajouter sans changement de variable. Qu'en est-il pour le sous-système 3?
On a utilisé le premier sous-système, le second. Donc, on a prouvé la stabilité pour le 1 et le 2, mais on n'a pas encore parlé du troisième sous-système. Le troisième sous-système, je cherche à ce que x3 converge vers 0. Donc, il suffit de la rajouter directement. Si x3 devait converger vers autre chose que 0, je fais un changement de variable. Si je veux que x3 converge vers 0, je la rajoute directement. Donc, l'étape 3, j'augmente ma fonction avec la variable x3. Si je prouve que v point maintenant est négatif, l'ensemble de ces variables vont converger vers 0. Donc, ça, c'est assez classique. Tac. Je dérive. Ça a été déjà calculé, donc je vais récupérer un calcul précédent. Et je dérive x3 points. D'accord? Alors, cette partie-là se simplifie puisqu'on a déjà fait un choix des commandes U1 et U2. Donc, il y a des choses qui vont disparaître avec ce choix de la commande qui a été fait précédemment. C'est le même choix, hein, je l'ai repris simplement pour simplifier la grande parenthèse. Donc, une fois simplifié, j'ai obtenu moins x1 carré, moins z1 carré, parce que le choix des commandes de l'équation 1 m'a permis de simplifier tout ça et d'avoir du moins z1 carré. Plus le troisième terme de x2. Toujours la même question. Dans cette parenthèse, est-ce que j'ai une commande et comment la choisir? Oui, j'ai U2. Quel est le choix que vous faites de U2? Moins x3, moins x2 carré. J'annule le x2 carré et je rajoute un moins x3. Donc U2 doit être égal à ça. Ceci va me donner, en résolvant le système 1 et 2, puisque là je fixe U2, je peux trouver U1. Ça va me donner ces expressions-là des commandes. Est-ce que là vous avez une remarque ou pas? Oui, il y a eu une remarque parce que telle que vous nous l'avez faite, x1 est une variable, mais elle est au dénominateur. Oui. Alors, j'avais dit, si vous avez bien écouté, si vous regardez la vidéo, vous pouvez revenir en arrière. C'est pratique ça dans la vie courante, on devrait l'avoir. J'avais dit qu'il ne faut pas diviser par quelque chose qui s'annule. En bas, vous avez 1 plus x1 carré. Ça n'est jamais nul. Parce que x1 carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Donc, plus 1, c'est forcément supérieur ou égal à 1. Donc, je peux avoir une variable en bas, mais le dénominateur ne doit pas être nul. On est d'accord ou pas? Oui. Très bien. Alors, on continue. La fonction de Lyapunov globale, c'est celle-là. Je remplace Z1. Pardon. Je remplace Z1, j'obtiens ça. D'accord? Si vous regardez bien, c'est la fonction de Lyapunov candidate qui vous empêche de diviser par quelque chose qui s'annule. Sans la méthode du backstepping, est-ce que vous auriez pu imaginer cette fonction candidate dès le départ? Un demi x1 au carré, on pourrait l'imaginer, un demi x3 au carré, on pourrait l'imaginer, mais cette structure particulière ici, c'est cette solution qui vous permet de ne pas diviser par quelque chose qui s'annule. Et donc, sans l'étude, sans la méthode du backstepping, il faut avoir vraiment une muse à côté pour avoir l'inspiration dès le départ pour trouver une fonction candidate de ce type-là. Là, sans pour autant trouver cette solution. La méthode du backstepping nous guide pas à pas pour avoir la bonne fonction de Lyapunov. Les commandes qui stabilisent sont celles-là.
La dérivée obtenue est celle-ci. Elle est tout le temps négative ou nulle. Et un simple calcul rapide de la et v point nul, ça nous donne l'ensemble des variables nulles. Donc, on a une stabilité assez importante. Gaz, l'origine est globalement assez. Est-ce que vous avez compris la méthode? Oui, mais c'est vrai que la deuxième partie, vous êtes allé un peu vite quand même, donc t'as plus de mal à assimiler. On va la revoir en TD. Donc, tout ce calcul sera fait par vous-même en TD, on va détailler les calculs. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez la méthode de l'acheminement. D'accord. Donc, si vous êtes bloqué à utiliser à passer par une méthode basée sur le backstepping. Monsieur, moi j'ai juste pas compris pourquoi on prenait x3 et qu'on faisait pas un changement de variable comme au premier exemple. Regardez. Quand on était. Là, je cherche à ce que x2 plus x carré converge. Ce n'est pas x3. D'accord. Donc théoriquement, l'étape 2 ne donne pas naissance à une étape 3. Il n'y a pas de question à se poser. La question elle est d'ordre général, puisque je remonte. Ici, l'objectif, c'est d'asservir les trois variables. x1 doit aller vers 0, x2 doit aller vers 0, x3 doit aller vers... L'étape 1 m'a assuré que x1 converge vers 0. L'étape 2 va m'assurer que le point converge vers 0, puisque j'ai pris... Je vais augmenter la fonction de Lyapunov par x3. Il se trouve que x3 doit aller vers 0 à l'origine. Puisque x3 doit aller vers 0, je ne fais pas de changement de variable. Je la mets directement dans la fonction de Lyapunov. Tout ce que vous de la fonction de Lyapunov, vous prouvez qu'il converge vers 0. Ça, x1 va converger vers 0, z1 va converger vers 0. D'accord? Bah, il se trouve que je voudrais que x3 aussi converge vers 0. Il suffit de mettre x3. On est d'accord? C'est pour ça qu'à l'étape 3, j'ai rajouté x3. Si x3 devait aller vers 1000 radians, eh bien je mettrais x3 moins 1000 radians. Donc une nouvelle variable z2 égale à la différence. J'ai répondu ou pas? Oui, mais il y a pas mal, j'ai pas tout entendu puisque ça a coupé, donc j'espère que sur la vidéo que vous mettrez sur YouTube, peut-être que j'entendrai. J'espère aussi. De toute façon, on va reprendre ces calculs dans TD, on va faire d'autres exercices. Vous allez voir que la méthode, une fois qu'on a compris le principe, on déroule le calcul assez facilement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Très bien. Alors, si je reviens rapidement sur l'exercice 1, j'ai oublié de faire la remarque. Alors, si on n'avait pas la méthode du backstepping, regardez la fonction de Lyapunov qui marche. Est-ce qu'on aurait pu la deviner tout seul? Il faut avoir une sacrée inspiration. Donc, c'est la méthode du backstepping qui nous a guidés au choix de cette fonction. Si vous ne prenez pas ça, si vous prenez une méthode, une fonction classique, comme vous l'avez fait au début,
vous étiez obligé de diviser par x3. Donc lundi prochain, on fera la série TD sur le backstepping.